La santé est-elle genrée? Oui, répondent nos invités, c'est l'heure du grand angle. Votre santé a un sexe, c'est le titre de ce livre qui vient de sortir aux éditions L'Aube, ouvrage coécrit par Marlène Schiappa et Mathias Savignac. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Co-auteurs, mais aussi mari et femme dans la vie. Alors, pourquoi vous vous emparez de ce sujet? Vous y répondez dans la préface. Marlène Schiappa, vous êtes ancienne ministre et présidente du ONG pour femmes. Et vous avez beaucoup travaillé pour l'égalité homme-femme. Et Mathias Savignac, vous êtes président d'une grande mutuelle française. Voilà, c'est dit. Alors, avant de parler santé et inégalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, je voulais quand même avoir une petite question d'actualité pour vous, pour l'ancienne ministre. Vous qui étiez en poste lors du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs avec des mésaventures que vous avez vécues. Il y a un appel à la grève générale le 10 septembre, appel lancé par Jean-Luc Mélenchon, mais le mouvement, lui, il est né sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste en France à un gilet jaune 2, acte 2 et peut-être 2.0? Alors moi, j'ai compris que l'appel n'était pas lancé par Jean-Luc Mélenchon, puisque même Manuel Bompard lui-même a dit que c'était un appel citoyen et que les politiques devaient être au second plan si jamais ils venaient soutenir ce mouvement. Après, le droit de grève en France, il est constitutionnel. Je distingue des violences ou des mésaventures, comme vous le dites, d'une part, et la grève qui est un droit en France. Donc c'est une manière de se faire entendre quand on est mécontent de propositions qui sont faites par le gouvernement, comme c'est le cas. Donc moi, je suis très respectueuse du droit constitutionnel de faire grève. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on va revivre un peu cet épisode de gilets jaunes, de colère, parce qu'il y a une colère quand même des Français, une inquiétude, surtout avec les économies qu'il va falloir faire? Il y a une inquiétude, notamment parce qu'il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude parce qu'il y a une instabilité politique, et l'instabilité, elle ne permet pas de se projeter. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas ce que je paierai comme taux d'impôt, je ne sais pas si je vais devoir travailler tel ou tel jour ». On a besoin de sérénité, de se projeter, de stabilité. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas avec le système politique tel qu'il est aujourd'hui, je le constate. Mais alors, motion de censure, François Bayrou sur la sellette, est-ce que la rentrée s'annonce très compliquée politiquement et inquiétante? Il y aura une motion de censure, c'est certain, elle sera déposée. Après, est-ce qu'elle sera votée? Nous verrons. Ça dépendra aussi de la capacité du gouvernement à se remettre en question, à dialoguer. J'ai vu que la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, recevait les partenaires sociaux. Donc, j'espère qu'elle trouvera une voie de dialogue et de sortie qui satisfasse tout le monde. Voilà, période d'incertitude. Et puis, c'est vrai qu'il faut faire des économies. Ces économies, est-ce qu'elles vont impacter la santé? C'est le sujet qui nous intéresse dans ce grand angle. Vous vous intéressez aux inégalités hommes-femmes face à leur santé, de la naissance à la mort, du diagnostic à la prévention, en passant par le soin. On va s'arrêter sur ce chiffre que vous donnez, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans ce livre. Mathias Savignac, espérance de vie en France, alors les chiffres datent de 2024, 80 ans pour les hommes, 85,7 pour les femmes, et là vous dites attention, faut pas s'arrêter à ce chiffre-là, parce qu'en fait il y a beaucoup d'inégalités. Absolument, il y a beaucoup d'inégalités, et s'agissant du grand âge, certes les femmes vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en meilleure santé, puisque elles sont aussi touchées par des sujets comme l'accompagnement du grand âge de leur conjoint. Bien souvent, quand on parle des aidants, on parle des aidantes. Et ce sont les aidantes qui accompagnent leurs compagnons, bien souvent dans la maladie, s'épuisant elles-mêmes et parfois tombant dans des cas de dépendance lourde. Certes, elles vivent plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Donc ces inégalités masquent des réalités entre les femmes et les hommes quant à la manière de prendre en charge leur santé. Et pourtant, il y a eu des avancées. Effectivement, vous en parlez, hein, l'endométriose qui a été pendant longtemps était un tabou, même on ne voulait pas en entendre parler. Là, on sent que vraiment il y a quelque chose qui bouge, la prise en charge des cancers, les vaccins contre le papillomavirus. C'est encore insuffisant, mais on avance. Alors c'est vrai qu'on avance considérablement au regard de l'histoire de l'humanité. L'histoire de la prise en charge de la santé des femmes, elle est très récente et il y a des avancées. L'endométriose dont vous parlez, c'est des années d'errance de diagnostic pour beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ne comprenaient pas, parce qu'il y a un rapport très particulier des femmes avec la douleur. C'est-à-dire on nous dit depuis toute petite, tu accoucheras dans la douleur, il faut souffrir pour être belle. C'est comme si les femmes devaient supporter la douleur intrinsèquement. Et ça c'est prouvé, vous avez vu qu'en fait finalement on était traités différemment. Nous, les femmes, elles ont moins accès à des calmants, à des tranquillisants. Enfin, tranquillisants, c'est peut-être pas le bon terme. Non, mais aussi des analgésiques, des antidouleurs. Il y a des études que l'on cite dans notre livre qui montrent que les petites filles ont moins accès aux analgésiques que les petits garçons.
notamment au moment des hospitalisations. Alors, c'est pas généralisé, c'est pas tout le temps. Il y a une nouvelle génération de soignants qui arrive et qui est très précautionneuse de ces sujets, de l'accès au consentement pour les soins, de tous les sujets d'égalité femmes-hommes. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées qui sont timides, mais qu'il faut soutenir. Enfin, je sais que Mathias soutient notamment une organisation sur l'endométriose, notamment, et c'est important de les soutenir et de les mettre en valeur. Alors absolument, la mutuelle que je préside soutient une association, une organisation qui s'appelle Live, qui consiste en une application sur téléphone et qui permet d'accompagner les femmes dans leur prise en charge de l'endométriose. Et les données recueillies dans cette application permettent aussi d'alimenter la recherche, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si les choses s'améliorent, je crois que la durée d'errance thérapeutique pour une femme, c'est autour de 7 ans, avant de savoir concrètement ce qu'elle a et la manière qui lui est proposée, offerte de la prise en charge de l'endométriose, donne ces temps d'errance thérapeutique. Et il n'y a toujours pas de médicaments, de traitement. C'est-à-dire qu'on trouve des manières de soulager et d'accompagner, mais il n'y a pas véritablement de médicaments. Ce serait une maladie masculine. Vous pensez que il y a ça peut-être bien longtemps qu'on aurait trouvé un remède, ça irait sans doute plus vite. C'est vrai que vous vous rappelez que les protocoles étaient vraiment calqués d'abord sur les hommes et après adaptés aux femmes. Et c'est encore plus compliqué quand ce sont les enfants. Donc, c'est-à-dire que l'homme est d'abord le premier marqueur. C'est ce qu'on appelle le patient masculin neutre. Dans la recherche, on est toujours sur le masculin neutre. Et d'ailleurs, sur les questions, par exemple, de maladies cardiovasculaires, ça pose des problèmes. Sur les questions de protocole de prise en charge, c'est pas adapté au corps des femmes en tant que tel. Les symptômes sont pas toujours les mêmes, femmes et hommes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous disiez, c'est adapté, je dirais, dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a aussi des cas pour lesquels on n'adapte pas aux femmes. Et puis, il y a des cas dans lesquels on n'adapte pas aux hommes. Je pense à la contraception, par exemple. On considère que la pilule, il y a des effets secondaires, mais c'est pas très grave parce que ça permet aux femmes d'avoir une contraception. Je schématise. Pour les hommes, la pilule masculine n'est toujours pas dans les pays européens mise en vente, remboursée, accessible, etc. Pourtant, elle est prête au niveau de la recherche, mais on considère qu'il y a encore des effets secondaires. Donc pourquoi c'est d'accord pour les femmes et pas pour les hommes d'avoir des effets secondaires ? Oui, effectivement, il y a un écart de toute façon. C'est vrai que la contraception est surtout prise en charge par les femmes. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut changer, Mathias Savignac ? Est-ce que les solutions proposées aux hommes ne sont pas les bonnes ? Alors, je ne vous pose pas simplement la question parce que vous êtes un homme, mais est-ce que là aussi, ça peut avancer ? Vu que vous êtes dans une mutuelle, vous avez peut-être... Ça peut et ça doit, mais c'est finalement des représentations qui partent de très tôt, depuis l'école, depuis l'éducation, dans la manière qu'ont les garçons de se projeter en tant qu'hommes plus tard, et les hommes de se vivre en tant qu'hommes. C'est-à-dire qu'il y a un sujet autour de la masculinité qui fait que c'est sans doute plus difficile pour un homme d'imaginer lui-même être acteur d'une contraception, de la même manière que c'est sans doute plus difficile pour un homme d'imaginer prendre un rendez-vous pour une consultation psy, parce qu'il y a une conception aujourd'hui dans notre société de ce que doit être la masculinité, c'est-à-dire quelqu'un de solide, fort, robuste, de fort, de fiable, de pas friable. Et donc ça amène des comportements plus ou moins conscients dans lesquels on a du mal à se projeter. À la fois, ce que je dis est sans doute vrai pour la contraception, pour la santé mentale. Donc il y a des représentations contre lesquelles il faut lutter, et ça commence dès le plus jeune âge. Oui, alors ça, vous insistez beaucoup sur les clichés, les biais qui font que voilà, une femme est plus résistante à la douleur, un homme ne doit pas avoir mal, ne doit pas pleurer. Vous rappelez ce chiffre, 75% des suicides en France sont des hommes, ça date de 2023, mais c'est ce que vous évoquiez, problème de prise en charge, d'aller voir un psy, parce que ça, c'est culturel. Oui, il n'y a que 30% des patients, selon différentes études, qui vont voir un psy qui sont des hommes. 70% sont des femmes. Ça veut dire qu'il y a effectivement ce que disait Mathias, c'est-à-dire l'homme, c'est sois fort, fais des efforts, ne pleure pas. Et ça a des conséquences très graves. Moi, je l'ai vu quand j'étais au ministère de l'Intérieur et qu'on a dû faire les plans anti-suicide pour soutenir les policiers, les forces de l'ordre. Il y avait un énorme tabou sur le fait de ne serait-ce que faire appel aux psychologues parce que ça sous-entend quelque chose de l'ordre de je suis faible, voilà, je ne suis pas dans la puissance, etc. Or, c'est pas une faiblesse de consulter, au contraire, c'est important d'être prise en charge, mais ça a un impact sur les hommes, mais aussi sur l'ensemble de la société. On parle de la question des violences sexistes et sexuelles, les hommes ont besoin d'être accompagnés, y compris les hommes auteurs de violences, il faut qu'ils se fassent accompagner pour eux et pour leur entourage. Et vous dites que les violences sexuelles, ça aussi, ça peut avoir un impact sur le fait d'aller chez le médecin ou pas. Oui, complètement. Ça, c'est le docteur Emmanuelle Pièce, qui est présidente et fondatrice du collectif féministe contre le viol, qui l'a démontré depuis de nombreuses années. Elle explique que, par exemple, une femme qui a vécu des violences sexuelles orales va refuser d'aller chez le dentiste, ou une femme n'ira pas faire de mammographie si elle a été agressée sexuellement de cette manière-là, et que donc il y a aussi une perte de chance parce qu'il y a des conséquences qui font que les femmes sont traumatisées et vivent ces traumatismes et incarnent ces traumatismes parfois
choix vis-à-vis de leur parcours de santé et de leur corps. Alors nous, on est regardé dans le monde entier. Est-ce que ce que vous analysez, ce que vous constatez, c'est vraiment spécifique à la France ou est-ce que c'est un peu pareil dans les pays occidentaux, en Afrique, aux États-Unis? Est-ce que vous avez... C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas forcément les chiffres sur les sujets que l'on évoque dans d'autres pays. Mais dès lors qu'il y a une corrélation entre les relations entre les femmes et les hommes, la place des femmes dans une société, les impacts sur les questions de prise en charge en santé sont sans doute mécaniquement très proches. Et donc, plus vous êtes dans des pays ou dans des sociétés où l'égalité entre les femmes et les hommes est sans doute... Même s'il y a beaucoup à faire donc il faudra encore aller voir les pays nordiques, peut-être qui, eux... Encore une fois, oui, c'est sans doute peut-être très différent, et entre les pays du Sud. Mais je suis convaincu qu'il y a une corrélation entre la manière dont les femmes ont leur place dans une société et l'articulation dans la relation entre femmes et hommes. Je pense que ça a une traduction concrète sur la manière dont les femmes et les hommes sont prises en charge en matière de santé. Oui, alors il y a une différence homme-femme, et il y a aussi le syndrome méditerranéen, qui est que... parce qu'il y a, oui, effectivement, il y a des inégalités, mais il y a aussi des inégalités selon la classe sociale, les origines. Le syndrome méditerranéen, c'est quand certains soignants considèrent que des personnes d'origine nord-africaine, africaine, exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs, ce qui et spécialement les femmes. Et oui, c'est vrai. En plus, j'ai eu un appel d'une de mes meilleures amies il y a 2 jours qui m'a appelée en pleurs parce qu'elle a subi ce syndrome. Elle a appelé le SAMU et elle a dit qu'elle avait des frissons depuis plusieurs jours, qu'elle se sentait très mal. On lui a répondu si vous avez des frissons, vous avez froid, il faut mettre un gilet et plus vous couvrir et arrêter de nous appeler. Au moment où elle a donné son nom, donc elle fait un lien, elle a un nom arabe, elle fait un lien en disant je pense avoir été victime du syndrome méditerranéen, et on rappelle que en fait ce syndrome n'existe pas. On cite des médecins et des chercheurs qui ont prouvé que ça n'existait pas, c'est-à-dire que les femmes, et notamment les femmes issues de la diversité ou les femmes méditerranéennes ne se plaignent pas plus, c'est pas vrai, et ça a des effets délétères. On parle de ce fait de cette femme qui avait justement qui était décédée parce qu'elle appelait, qui était une femme noire, qui avait appelé en parlant de ses symptômes, et on se moquait d'elle au téléphone. Donc c'est évidemment pas la majorité des soignants, et le SAMU fait un travail absolument remarquable que je veux saluer, comme beaucoup de soignants, et un travail très difficile dans l'urgence avec peu de moyens, etc. Mais il arrive dans les numéros de téléphone ou ailleurs que des femmes, oui, effectivement, soient victimes de racisme et de misogynie parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles sont méditerranéennes. Alors on va parler de la charge mentale. Là aussi, vous donnez plusieurs chiffres. Rendez-vous familiaux gérés par les femmes à 70%, selon la source DRES 2021. Donc c'est encore, là aussi, on voit que même pour prendre des rendez-vous, les femmes sont peut-être plus favorisées. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, ça, c'est des chiffres. Hein. Oui, je suis d'accord avec ça. D'une manière générale, les femmes prennent beaucoup les rendez-vous médicaux pour l'ensemble de la famille, que ce soit d'ailleurs leurs enfants, leurs compagnons, leurs parents, leurs beaux-parents, et parfois, souvent, au détriment de leurs propres rendez-vous médicaux. Je crois que tu faisais dernièrement dans une interview le parallèle de dire aux gens qui t'écoutaient, regardez dans votre application Doctolib. Les hommes ont une personne eux-mêmes. Oui, et les femmes ont toute la famille. Les femmes ont plusieurs comptes, elles ont toute la famille à gérer. Bon, maintenant, si vous nous regardez, regardez vous aussi. Alors le rédacteur en chef me dit oui, c'est vrai. C'est un homme, il le reconnaît. D'en avoir conscience. Alors comment on fait pour lutter contre cela? Parce que alors vous dites la prévention, la formation. On a plus de 300 milliards d'euros de dettes, il faut faire des économies partout. Est-ce que ça c'est possible? Former des personnes qui soient bienveillantes, qui aient le temps? Parce que c'est aussi le problème des soignants, ils n'ont pas le temps. Non, mais nous, on blâme pas du tout les soignants, et au contraire, on trouve qu'il y a une nouvelle génération, alors pas forcément en âge, mais aussi de médecins qui sont très engagés, féministes, qui prennent en cause et en considération ces inégalités entre les femmes et les hommes. Ceci étant, c'est pas nécessairement une question de moyens, c'est aussi une question de prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, qui est un peu un appel à d'urgence s'emparer de cette question-là. Simplement se poser la question, soit on disait, si les hommes se posent la question du dépistage, si les hommes se disent qu'ils peuvent prendre leur rendez-vous pour aller faire le dépistage du cancer de la prostate. Parce qu'en prévention, la France est très en retard quand même. Les gens n'y vont pas. C'est du déni ou pas? La prévention, c'est un sujet qui est très compliqué. On le disait sur les questions de genre, bien évidemment, mais aussi parce que on a du mal aujourd'hui
à trouver des finances, vous l'avez dit, dans un contexte de dette publique qui explose, la prévention, c'est un sujet d'investissement dans le futur. C'est un sujet de temps long. Et aujourd'hui, nos sujets économiques sont des sujets de temps court. Il faut trouver des milliards, il faut trouver des euros rapidement. On a du mal à mettre en place des politiques publiques qui investissent à 10 ans, 15 ans, 20 ans et dont on verra les fruits dans une génération ou 2 générations, mais parce qu'on aura su faire bouger des lignes, à la fois à l'école, dans l'éducation, dans les relations entre les filles et les garçons, mais aussi en faisant en sorte que le système médical soit plus préventif et moins curatif. Voilà, écoutez, un vaste programme. Merci d'être venu dans 64 minutes. Donc, Votre santé a un sexe, voici le livre. Mathias Savignac et Marlène Schiappa, merci infiniment d'avoir été dans 64 minutes.